Iemotep, Uncle Jaseneb. toi Womancha. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, bienvenue aux élèves de l'Académie du Père Ankam Teoti, l'Académie de la culture noire Keméti, et aussi bienvenue à tous les membres du Kush Kamit Congo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la psychologie Kush Kamit Congo. Nous allons parler des syndromes qui affectent la mentalité et aussi le comportement de beaucoup d'entre nous dans la communauté. Beaucoup de syndromes que nous avons vus, beaucoup de comportements bizarres que nous retrouvons dans beaucoup de nos frères et sœurs et que nous avons toujours pensé qui étaient soit individués par rapport au fait que la personne vient d'un pays spécifique ou autre. Mais aujourd'hui, nous allons voir d'où vient l'origine de tous ces maux, de tous ces problèmes que nous retrouvons dans notre monde, dans le monde Kush Kamit Congo, comme on peut dire aussi dans le monde africain. Et donc, aujourd'hui, nous sommes avec Kanefera Koutinetier, moi-même, et aussi avec Baba Kinkela Ouamazulu, Douanetia. Douanecher, Bekanefer à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les départements de la psychologie Kush Kamit Congo. La psychologie traite généralement de ce qu'on appelle l'équilibre mental et psychologique des personnes. Okay? Pourquoi psychologique? Parce que nous avons un trait d'union entre ce qui est mental et ce qui est spirituel. Du point de vue de l'étude, du point de vue de la thérapeutique, ok, hellénistique, holistique, je voulais dire, les traits d'union qui relient l'esprit au corps, de par les comportements, est défini dans la matière de la psychologie. Donc, la psychologie traite les troubles, ou je dirais les différents états d'équilibre. Ces différents états d'équilibre sont en relation avec l'environnement et le temps. Quand vous prenez un gorille de mi-années 50, vous les mettez vous les faites sauter le temps, vous l'apportez au l'année 2000, eh bien, le gorille va manifester des troubles psychiques ou psychologiques et psychologiques. De la même manière, quand vous prenez un enfant de 4 ans, je vais dire de l'Australie, vous prenez un enfant de 4 ans d'Australie, vous les transportez du jour au lendemain, vous les retrouvez en Chine, sans préparation, eh bien, l'enfant va manifester des troubles psychologiques, c'est-à-dire une incapacité de savoir s'orienter en relation avec les données qu'il a de l'environnement. Le rapport entre notre esprit et notre environnement est quelque chose de basique pour le bien-être psychologique. Et donc, la variation même du point de vue de l'architecture, du modèle de vie, okay? Quand il y a un changement qui intervient au niveau du modèle de vie et qui est brusque, okay, ça crée des problèmes psychologiques. Ces problèmes psychologiques, cependant, des fois, ne sont pas compris. Comme je vais donner l'exemple de la dépression postpartum des femmes, les femmes ont commencé à les voir depuis des siècles. Mais ce n'est que dernièrement que la psychologie a constaté et découvert qu'il y avait un traumatisme postpartum des femmes. Un des cas célèbres, c'est les militaires américains qui retournent du Vietnam. Okay? Eh bien, ils ont eu un changement. Ils sont partis d'un état de paix à un état de violence extrême. Okay? Et puis d'un état de violence extrême, ils ont dû s'adapter. Et puis ils ont été rapportés à un état de ce qu'on appelle la vie civile. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces militaires ont commencé à faire des désordres, à tirer sur des gens. N'importe quelle chose était bon pour poignarder une personne. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le gouvernement a dit s'asseoir, comprendre que, voilà, il y avait un problème. Et de cette réalisation a été créé le Pentagone. Le Pentagone a rassemblé, a récolté tous les militaires qui sont sortis de la guerre pour une rééducation. Chaque fois qu'il y a eu un événement traumatique, du point de vue d'une famille, du point de vue d'une nation, du point de vue d'un clan, du point de vue d'une lignée, eh bien, il y a eu une démarche thérapeutique qui peut être collective, dont les instruments existent, qui permettent de dégager les traumatismes.
Le traumatisme, il est invisible, mais c'est quelque chose qui existe du point de vue des images existantes. Le traumatisme même étant, c'est comme l'oxygène, personne ne la voit. Mais s'il n'y a pas, vous mourrez. Et le traumatisme, quand il est là, c'est un poids important. C'est ainsi que quand on rentre dans la psychologie américaine, par exemple, qui a beaucoup développé, parce que c'est les États-Unis étant un État guerrier, ils ont maintes et maintes fois envoyé leurs citoyens à la guerre. Et donc, c'est un État qui, on dit, faire affronter beaucoup de ce genre de situations, okay? Parce que les États-Unis étant un État militaire, de nature militaire, une économie militaire, eh bien, l'armée était importante. Et le rapport avec l'armée, les militaires, a fait qu'on a dit, tout de suite remarqué qu'il y avait un problème. Okay? Maintenant, nous allons faire un bond et aller tout droit en Afrique. Et ça, c'est un problème que Cheikh Anta Diop avait soulevé. Après la longue esclavage et après la colonisation, okay, il n'y a jamais eu de constat psychologique du point de vue du traumatisme accumulé durant, la phase de l'esclavage et la phase de la colonisation. Et puis après ce qu'on appelle la décolonisation, prenons les cas par exemple d'un pays comme la République démocratique du Congo où nous avons eu 6 millions de morts dernièrement. Maintenant, comment pouvons-nous imaginer seulement du point de vue de l'imagination l'état psychologique d'un peuple qui a perdu 6 millions de personnes de ses membres? C'est en partant de ces différentes sources ou fonds de titres que nous avons présenté, nous avons bien entendu à travers une étude, à travers une optique d'analyse des données, des comportements, évaluation en nous basant bien entendu sur la plupart, beaucoup de documents américains qui sont allés en révision des différentes traumatologies qui ont frappé le monde américain, qui ont fait que le monde américain a aujourd'hui un des domaines de la psychologie la plus élevée. Et nous avons de cela tiré un nombre de syndromes. Parce que c'est une très bonne introduction pour parler par rapport à le fait que nous avons eu beaucoup de problèmes comme ça, comme on parle de l'Amérique. L'Amérique, le point important, c'était qu'on est un peuple guerrier, on est un peuple qui va aller tuer les autres. Et donc, si on n'est pas en mesure d'aller faire la guerre contre les autres, donc c'est comme si on ne fonctionne pas. Oui. Et donc, guérir les personnes, c'était important. Tout comme aussi... C'était important d'avoir une armée toujours prête à aller attaquer. Et c'est comme aussi, ce n'est que quand le taux de naissance a commencé à baisser, à décliner en Europe, qu'on s'est dit, c'est quoi les problèmes? On a commencé à regarder les problèmes par rapport au postpartum. Donc, on a commencé à regarder les problèmes de stress que les femmes touchaient aussi parce que c'était quelque chose qui devenait très, très problématique. Et donc, parmi les syndromes qui ont été individués, je sais qu'il y a beaucoup de syndromes qu'on peut parler. Quels sont les 3 syndromes les plus importants et quels sont les syndromes qu'on peut dire que frappent les personnes majoritaires dans nos communautés? Douane Tchè. Oudja Seneb, du point de vue de l'étude de la psychologie Kush-Kamit Congo, nous avons en somme regroupé 3 différents ensembles. Bien entendu, dans ces ensembles, nous avons des sous-ensembles. Okay? Mais les 3 ensembles que nous avons évidenciés sont les PCD. PCD, nous avons utilisé la terminologie américaine pour la simple raison que les études avancées dans ce domaine sont américaines. Bien, nous avons les PCD, c'est Post-Colonial Disorder. C'est-à-dire, si je les traduis en français, c'est-à-dire désordre post-colonial. Un traumatisme post-colonial, ok? Ou syndrome des désordres post-colonial en français. Nous avons le deuxième qui est PSCD, qui est Post-Slavery Colonial Disorder, c'est-à-dire les syndromes après l'esclavage et la colonisation.
Après, nous avons un troisième ensemble que nous appelons les PSS. Les PSS, c'est Post-Separation Disorder, les désordres qui naissent de la séparation. Voilà les trois grands ensembles que nous avons évidenciés. Et donc, si on commence avec le premier, qui est le PCD ou PCD, donc Post-Colonial Disorder, donc ça veut dire, comme on dit, syndrome après ou post-colonial. Et donc, si on commence avec celui-là, c'est vrai que beaucoup de personnes diront que même la colonisation, maintenant, ça fait plus de 60 ans. Maintenant, on parle même dans certains pays, 70 ans, on peut dire aussi. Et donc, on a entre une cinquantaine, 70 ans. Donc, on a déjà plus d'un demi-siècle depuis que la colonisation est finie. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle encore du syndrome post-colonial disorder? Pourquoi est-ce qu'on doit en parler? Pourquoi est-ce que c'est important? Dans un premier temps, parce qu'une maladie ne se guérit pas toute seule. Ok? Ce n'est pas parce que il y a quelqu'un est fou et que maintenant elle a 60 ans que la folie disparaît. La folie, elle reste. Elle est importante, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que ces éléments ont été imposés ou ont été les conséquences des comportements qui avaient pour objectif de détacher les personnes de leur état naturel. C'est quoi un disorder, okay, ou un syndrome? C'est le fonctionnement atypique. Okay? Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. Je vais prendre le syndrome de Parkinson. Dans le syndrome de Parkinson, okay, nous avons une cellule qui n'est plus en train de fonctionner comme tous les autres. Et cela va engendrer un désordre dans le corps. Maintenant, si nous prenons du moment, parce que les Parkinson commencent toujours avec une seule cellule. Et puis, elle va commencer à se reprendre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si cette cellule-là est prise aujourd'hui, okay, il y aura un dégât mineur. Si elle est prise dans une semaine, il y aura un certain dégât incrémental. Bah, imaginons, suivant cette logique des choses, que l'on se rend compte de Parkinson, et ce qui est généralement le cas après 20 ans. Nous avons un dégât majeur. Donc maintenant, prenons cette ligne de pensée, appliquons-la au syndrome post-colonial disorder. Si le traitement avait été direct tout de suite, si la problématique avait été affrontée, parce que l'histoire médicale de cette situation existe depuis très longtemps, ok? Si cela avait été affronté tout de suite, nous avons une chose. Mais maintenant, on est en train de l'affronter 60 ans après. 60 ans après, il faut les mesurer dans les termes comme je dis, syndrome de Parkinson. C'est-à-dire l'état de la maladie est aggravé. Est très aggravé. Et elle est répandue sur... Donc, ça veut dire que c'est comme si ça se répand aussi sur beaucoup de personnes. Parce que comme, justement, il y a le point qui est que l'état de la maladie est aggravé, mais il y a aussi l'autre point qui est que les personnes qui étaient en vie pendant la colonisation, il y en a maintenant de moins en moins aussi. Et donc, c'est comme si, justement parce que ça n'a pas été traité à cette époque-là, ça a été passé aussi dans les générations par les enfants. Absolument. Wow. Absolument. Parce que, vous savez, il y avait, dans les temps anciens, on ne laissait jamais les enfants rester à côté des gens qui sont très malades. Parce que les enfants allaient copier des comportements malades et les comportements malades allaient par ce qu'on appelle par un effet scientifique qui généralement est appelé la loi de l'attraction, okay, faire que ces enfants vont devenir malades aussi. La même chose observée quand vous avez des enfants qui grandissent à côté des gens qui sont intelligents, okay, par la force des choses, ces enfants vont devenir intelligents. Vous pouvez prendre un enfant qui est génétiquement dotés d'intelligence et les mettre à côté des gens qui ne sont pas intelligents, et prendre un enfant qui est génétiquement pas doté d'intelligence et les mettre à côté des gens qui sont intelligents. Eh bien, l'enfant qui n'est pas doté génétiquement d'intelligence va être, disons, génétiquement doté d'intelligence, va être influencé et modifié par l'environnement, parce que l'environnement dans lequel on grandit est très important. Et quand on grandit dans un environnement, quand on est dans un environnement qui a un post-colonial disorder, eh bien, vous allez manifester les mêmes syndromes.
Douane et Tia, parce que ça me fait penser au fait que, par exemple, les enfants qui sont nés de génie, qui sont très, très intelligents, on les prend et on les met dans les universités à un âge très, 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 très jeune. Ça veut dire que ce sont des enfants qui, malgré qu'ils vont grandir dans une famille, mais ils vont quand même côtoyer un milieu où il y a des personnes qui sont encore plus intelligentes. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un milieu average. Donc, ça sera un milieu qui va aller au-delà de la moyenne. Absolument. Comme nous l'appliquons sur les cas de l'intelligence, eh bien, nous allons appliquer cela sur les cas de la maladie. Les maladies mentales, ok, sont beaucoup plus contagieuses que les maladies physiologiques. Les maladies physiologiques se contaminent par contact direct, c'est-à-dire pour contact des sangs, contact des selles, contact des gènes. Ok? Et cela peut être d'une certaine manière, comment je peux contrôler quand on dit, écoute, c'est la même situation qu'on a aujourd'hui avec le Covid. Ok, tu laves les mains souvent, tu as les gants, tu as la masque et tu évites la contamination. C'est-à-dire, du point de vue de la des maladies physiologiques, on peut contrôler. Les maladies mentales sont différentes parce que tu copies les comportements, tu prends la maladie. Et donc, son degré disons des contaminations est très, très, très élevé. Et les enfants sont les plus exposés. Parce que dès qu'on copie un modèle de comportement, on copie la maladie parce que les comportements est les résultats de cette maladie. Et ça devient un ouroboros, un serpent qui s'est mort la queue. Comme la maladie génère un comportement, le comportement aussi génère la maladie. Les enfants qui naissent n'ont pas la maladie. Ils n'ont pas suivi l'esclavagisme. Ils n'ont pas les désordres. Mais ils vont accroupir des modèles de pensée, des modèles d'actuation, c'est-à-dire des comportements qui sont les résultats de la maladie. Et ces modèles-là vont engendrer la maladie dans les personnes. Wow. Et alors, quand on parle du post-colonial disorder, comment ça se manifeste? Comment on le voit? Comment on remarque qu'une personne souffre de ce syndrome? Le post-colonial disorder est une maladie qui est un déplacement de l'état naturel de la personne ou le fonctionnement. Quand une personne, un des êtres les plus dans nos sociétés, les plus soumis à ce genre de désordre, dans le cas de l'étude, ce sont les chiens. Quand on fait des chiens méchants. Ok, les chiens méchants, parfois les chiens ne doivent pas être méchants. Il y a des chiens qui sont complètement gentils parce qu'il a des gènes gentils. Ou bien il va être mis dans des situations où il est toujours enchaîné, où il est mis dans le noir, où des fois il est drogué. Cela va briser sa structure mentale. Quand la structure mentale est brisée, ok, l'animal est effrayé à mort. Et quand un animal est effrayé à mort, il commence à réagir par instinct de survie. Il attaque. Un chien méchant est un chien malade. Ok? Maintenant, ces mécanismes-là, comment ils fonctionnent? Le chien méchant n'attaque jamais les maîtres. C'est-à-dire, le chien méchant n'attaque jamais la personne qui est responsable de son état de déséquilibre. Il n'attaque que les autres ou les autres chiens. Les chiens méchants, ce sont les chiens qui ne se supportent jamais, pratiquement pas. Ils ne veulent pas voir un autre chien. Ils ne supportent que les maîtres. Okay? C'est une structure, c'est un procédé qui est le résultat de la méthode de Willie Lynch. En fait, les méthodes de Willie Lynch créent les post-colonial disorders. Les post-colonial disorders, c'est ce qui a permis aux colonialistes de déformer les mentaux d'un être, d'en faire ce qui ne puisse jamais se rebeller contre eux. Souvenez-vous, un des plus grands problèmes durant l'esclavage spécial et la colonisation, c'était les rébellions. Il fallait mater les rébellions. Il fallait produire un être qui ne se rebelle pas contre les maîtres. Au début, ce n'était pas facile. Mais après, ils ont maîtrisé la thématique. Il fallait créer des êtres de plus en plus incapables de se rebeller contre les maîtres. Et ça, nous avons pratiquement comme on fait avec les chiens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que
ces personnes-là, mis dans l'air, quand on les abat, ces personnes-là ne peuvent survivre que par accompagnés du maître. Okay? Ils ne peuvent que vivre accompagnés du maître. Quand ils sont hors de l'accompagnement du maître, ils rentrent tout de suite dans ce qu'on appelle un processus d'autodestruction. Pourquoi? Parce qu'ils sont effrayés. Alors, aujourd'hui, on peut faire une expérimentation, et il a été fait. C'est-à-dire, nous prenons un noir, une personne qui est sujet du post-colonial disorder, ok? Et là, je ne vais pas dire que ce sont toujours des noirs qui sont soumis à cette... Je prends dans le cadre de l'expérimentation qui a été conduite, ok? On prend un sujet noir qui est, lui, nous avons identifié être atteint de post-colonial disorder, ok? Et on lui met dans une situation où il a des enfants, ok? Il a des enfants. Et à côté de lui, il y a un deuxième sujet qui est aussi un noir. Okay? Maintenant, on prend un autre sujet qui représente les colons, c'est-à-dire une personne de couleur blanche qui vient frapper les enfants. Pendant que les colons est en train de frapper les enfants, le blanc il est complètement incapable de réagir. Les noirs ne savent pas réagir. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme qui a été mis dans sa tête. Il ne peut pas se rebeller contre les maîtres. Il ne peut pas le faire. Il est incapable de le faire. Et maintenant, pendant que l'on voit la personne, c'est voir ses enfants, c'est faire sévicer devant les colons justement des peaux blanches. Ici, la peau blanche, peau noire, et du point de vue d'expérimentation des laboratoires et de l'étude psychologique, on suggère, on dit à l'homme noir que voilà la faute, la raison pour laquelle l'homme blanc était en train de taper ses enfants. C'est l'autre homme noir qui est en train de manger tranquillement. Et on lui a donné une pierre et il a tué l'autre homme noir. Et ça, c'est très important. Ça a été une réussite durant la colonisation. C'est ce qui a permis la colonisation de durer pendant très longtemps. C'est-à-dire, l'homme noir, les colonisés, n'est pas en mesure de reconnaître les colons comme la source de son malheur. Et identifie son frère et les tue à la place des colons. Et ça, nous avons devant un syndrome, un post-colonial syndrome. Dans les post-colonial syndromes aussi, comme je dis, nous avons une sous-catégorie qui est le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire où on commence à défendre son bourreau. Alors, le syndrome de Stockholm est pris dans une référence générale ou dans le cas de notre étude, dans une référence particulière, quand le syndrome de Stockholm s'applique au post-colonial disorder. Douane Etier, je pense que c'est très intéressant parce que moi, je me suis rendu compte du post-colonial disorder ou le syndrome post-colonial vraiment un peu de manière quand je suis arrivée en Europe. Je suis arrivée en Europe et je me rappelle une fois, j'étais en train de parler dans un groupe et il y avait plusieurs personnes. Donc, il y avait une fille qui était... c'est vrai qu'elle était un peu plus jeune que moi, mais elle avait peut-être entre 14 ans ou 15 ans à l'époque. Moi, j'avais 16 ans. Et on parlait avec un monsieur qui, lui, il était un adulte, disons ça comme ça. Alors, quand la fille, elle est entrée dans la salle, elle parlait au monsieur, elle n'arrivait pas à le regarder dans les yeux, elle regardait plus bas. Moi, je parlais avec lui tranquillement. Et après, le monsieur me dit que non. Au fait, il dit que, pourquoi elle n'arrive pas... Il y a une autre personne qui demande... non, c'était lui qui demande pourquoi elle n'arrive pas à le regarder dans les yeux. Alors moi, je réponds, je dis que non, c'est parce qu'elle est musulmane. Les musulmans ne regardent pas les hommes dans les yeux. Et j'expliquais vraiment élaboré dans la manière qu'elle est timide, elle ne le regarde pas dans les yeux parce que c'est un homme, elle est musulmane et donc c'est pas ce qu'on lui a appris à faire. Alors il m'a dit non. Il m'a dit c'est à cause de la colonisation. Je dis non. C'est pas possible. Je pense que parce qu'elle était d'origine indienne aussi, mais je dis non, c'est pas possible. Et à l'époque, vraiment, je me suis retournée parce que moi, je lui ai dit que non, même dans mon pays aussi, il y a des personnes qui ne regardent pas les hommes dans les yeux et surtout n'allez pas regarder cet homme blanc dans les yeux. Et alors, je lui dis que non, c'est comme ça. Certaines femmes ne regardent pas les hommes dans les yeux. Certaines femmes vont s'agenouiller devant leur mari en lui servant et qu'on sort. Et c'est à ce moment-là qu'il me dit que non, ça ce sont des
des comportements post-coloniaux. Et plus tard, en grandissant, je me suis rendu compte que même dans notre culture se cachaient des coutumes post-coloniales avec des cultures qui sont vraiment marquées du syndrome post-colonial. Absolument, oui, absolument. Si nous commençons à regarder, à évaluer l'état psychologique, même du point de vue des comportements internes et itinérants à certains caractères culturels, nous trouvons aussi des postcolonial désordres qui sont énormément prononcés. Maintenant, le problème, c'est que dans un cas, dans ces états-là, nous avons, dans le cas des pays africains, nous avons des situations où les pays ne peuvent simplement pas fonctionner, ne peuvent pas prospérer. Pourquoi? Parce que cet état des choses avait été justement créé, pour permettre aux colons de pouvoir profiter de la richesse de l'Afrique. La richesse de l'Afrique ne profitait pas aux Africains, mais aux colons. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette situation-là qui désactivait, qui rendrait les colonisés incapables de pouvoir s'organiser naturellement et de par un parcours, un processus naturel de concaténation des événements, pouvoir tirer profit de son environnement. Eh bien, cette situation est la même situation qui se maintient aujourd'hui. La situation continue à exister aujourd'hui. Et maintenant, nous avons dans les post-coloniales, disorder, nous avons cette forme de garantisme colonial. Le garantisme colonial est assuré par, encore une fois, la continuité éducative. Pourquoi? Parce que à travers les études, il y a une seule pensée qui est exprimée dans les pays colonisés, encore fortement colonisés aujourd'hui, spécialement et malheureusement en Afrique, c'est l'idée de l'occidentalisme. Et cela continue à perforer les syndromes. Les syndromes deviennent de plus en plus souvent. Pourquoi je dis perforer? C'est-à-dire cassure de l'état naturel. Un refus de l'état naturel, un refus de la situation naturelle de la chose où on veut toujours vivre en copiant un état naturel d'un autre endroit. C'est-à-dire, on veut vivre dans les non-naturels, dans l'innaturel des choses. Et cet innaturel des choses est en conflit déjà avec l'environnement et en conflit avec toi-même. Et donc, il y a un échec qui se vérifie sur tous les plans. Un échec se vérifiant sur tous les plans. Et maintenant, cette situation est maintenant, justement, cet élément dans une situation très catégorique. Alors, je sais que nous avons nommé les PCD, PSCD et PSS. J'aimerais que nous procédons par étapes. Nous allons prendre un par élément, disons une transmission par un syndrome. Pourquoi? Parce que je vais ici indiquer que dans la tradition, dans les habitudes africaines anciennes ou dans la psychologie africaine qui est millénaire, il existait déjà des méthodes pour pouvoir guérir cela. Alors, il y a les sujets qui s'est fait psychologue. Le psychologue guérit une personne, ou disons tente de guérir une personne à travers une démarche plus ou moins solennelle. Mais il existait dans le temps, déjà, nous avons affronté ce genre de problèmes, avant des millions d'années, et il existait déjà une pédagogie psychologique pour pouvoir résoudre les traumatismes des masses. Parce que le post-colonial disorder est un traumatisme des masses. La démarche pour traiter les traumatismes des masses est différente que celui des individus. Dans le cas de la situation américaine, nous avons un traumatisme qui affecte une partie de la population, une catégorie seulement de la population, parce que ce n'est pas tout le peuple américain qui est allé en guerre. C'est une portion de la population, une catégorie professionnelle, c'est celui des militaires. Et donc, c'est facile de construire une structure comme le Pentagone, de les renfermer tous à l'intérieur et de les traiter un par un ou à petits groupes. Maintenant, ces traumatismes, ça, c'est pas un traumatisme des groupes, c'est un traumatisme des catégories professionnelles. La méthodologie appliquée quand il s'agit d'un traumatisme des masses est complètement différente. Et c'est là que la médecine africaine échoue, parce qu'il cherche et suit la méthodologie occidentale qui, lui, est une méthodologie
à caractère non social, mais économique, mais à et à profit et à catégorie et non des masses. Les PCD peut être traités. Il y a des instruments qui sortent, comme je disais, de la littérature psychologique ancestrale en relation avec les traumatismes des masses. Ces méthodologies existent. Il s'agit de pouvoir les mettre en action. Douane-Cher. Et en dernier, j'allais demander la question qui est que pourquoi communément on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est quelque chose qui se voit clairement, clair, net. Ça se voit clairement, ça se voit comment on voit quand il y a des conflits entre pays africains. Des fois, on sait très bien qui sont les vrais perpétrateurs, mais on ne parle pas d'eux, on ne les amène pas en justice. Et on va les parler d'un autre pays ou d'une autre personne, une personne qui est plus faible en général, pour au lieu vraiment de se révolter contre celui qui nous fait vraiment du mal. Et donc la question c'est que pourquoi est-ce que beaucoup ne parlent pas par exemple du post-colonial disorder? Le post-colonial disorder fait partie de la problématique très sensible qui rentre dans les réparations que l'Afrique a toujours prétendu. Okay? Et ces réparations, d'un point de vue économique, coûtent très cher en Europe. Mais de notre point, il y a un autre élément. Okay? La colonisation n'est jamais en soi finie. Pourquoi? La colonisation n'était pas un état où on fouettait les personnes, mais c'était l'état mental dans lequel les personnes étaient plongées. Les bénéfices que recevait le monde colonisé, dépendaient et étaient liés essentiellement à l'état mental desquels les personnes étaient plongées. Et cet état mental-là, aujourd'hui, par rapport à 1960, est beaucoup plus puissante. Comme, il faut se souvenir que vous avez donné l'exemple du syndrome de Parkinson. Au début, on ne la voit pas. Après, la main commence à bouger. Okay? Et puis, quand la main commence à bouger, elle est dans un état avancé. Et puis, qu'est-ce qu'on va se trouver? On va trouver que l'œil ne fonctionne, un œil ne tourne pas. Et puis, c'est la main. Et puis, de la main, on va arriver à la jambe. Et puis, de la jambe, on va arriver à la paralysie. On ne peut plus marcher, on est sur la chaise fauteuil, mais ce n'est pas encore la fin. La fin, on va arriver, on ne se souvient même plus du nombre de personnes qu'on connaît. Après, on commence à avoir ses propres besoins sur soi. On ne sait plus se retenir. On ne sait plus faire la différence entre faire la toilette et ne pas faire la toilette. Et petit à petit, jusqu'à arriver à la mort. Vous voyez, il y a un état, il y a un cheminement assez long. Dégénération. Okay? Oui, dégénération. Dans le cadre des syndromes des masses, ce sont des générations qui s'écoulent. Mais il faut savoir que la génération suivante est dans un état plus critique que celle précédente. Parce que c'est une maladie-là qui ne peut que se dégénérer. Maintenant, pourquoi on n'en parlait pas? Du point de vue du monde occidental, du monde colonial, résoudre ces problèmes, ça signifie libérer l'Afrique. Et vu que le monde occidental, le monde colonial est dépendant du monde colonisé, ok? Résoudre ces problèmes, ou je pourrais tout simplement dire, en toute bonne et due forme, il ne voudrait pas résoudre ces problèmes parce que cela créerait un problème pour lui. Puisqu'il dépend complètement de ce monde. Et la raison pour laquelle, ou la condition pour laquelle l'Europe peut encore compter de survivre et de vivre aux dépens de l'Afrique, c'est en vertu de l'état psychologique des Africains. Et cet état psychologique, c'est ce que nous appelons ici, dans un premier temps, les PCD, post-colonial disorder, maintient la suprématie blanche. Les privilèges blancs, le fait que le blanc peut faire ce qu'il peut devant toi et ne pas obtenir, disons, se sentir très lassé ou ne pas être pourchassé, s'il est fait que l'homme noir se bloque devant les blancs. Pourquoi ça, c'est le post-colonial disorder. Et donc, en relation, de cette manière-là, ils ne peuvent en réalité pas acclencher une réaction qui pourrait les mettre dans une situation difficile. Dans les générations passées, il y a des groupes d'études occidentaux, des blancs, des jeunes blancs, des descendants des esclaves, des colonisateurs, qui se sont retrouvés dans une situation de confrontation psychologique par rapport à la conscience. Ils ont reconnu que ce que leurs pères ont fait n'était pas bien, était mauvais, et
il y a eu autour des années 90 un grand vent, ok, des enfants, par exemple, aux États-Unis, qui ont donné toutes leurs richesses dans les charités. Parce qu'ils ont découvert que cette richesse-là venait de l'esclavagisme, ainsi de suite, ok? Mais il y a un problème. Aussi longtemps qu'une personne donne sa propre richesse, et puis il ne donne pas la richesse à un orphelinat qui est en Afrique, ou à une organisation c'est toujours une organisation qui est aux États-Unis, ça dit il y a une récupération de ces biens-là. Tu n'en fais pas, on récupère. Mais tu ne vas pas les donner aux pays colonisés. Okay? Et puis, d'un autre côté, cette démarche-là, à un moment donné, s'est arrêtée. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a fait comprendre à ces enfants-là que si vous continuez ce que vous allez faire, vous allez détruire votre pays et vous allez détruire le pays et tous les privilèges que vous bénéficiez vont disparaître. Tous les privilèges dont vous bénéficiez vont disparaître. Et à contre-cœur peut-être, mais la situation s'est stabilisée à ces points-là. On n'est pas pu aller au-delà. C'est-à-dire, la guérison, la psychologie africaine est une question africaine. Nous ne pouvons pas la résoudre parce que cette situation des maladies, du traumatisme des masses africains, eh bien, au monde colonial profite. C'est l'ère joker. C'est les traumatismes des masses africains en relation avec l'esclavage et la colonisation qui crée à juste mesure et qui maintient les privilèges blancs et la suprématie blanche. C'est vraiment... Douane et Tia, c'est vraiment profond parce que ça me fait penser à le traumatisme comme on parle, au fait que quand on regarde en Afrique, je me rappelle aussi, mes parents aussi étaient un des personnes dont je parle dans ce cas, c'est que il y a eu un courant qui était les personnes achetaient beaucoup de propriétés immobilières. Donc, ils achetaient de la terre ou bien des maisons. Et donc, ils ont acheté une terre particulièrement en dehors de la ville, dans un environnement pauvre. Et donc, en achetant cette maison, l'histoire est que dans une période de 15 ans, ils ne sont jamais allés revoir le terrain, cultiver, créer une infrastructure, créer une ferme. Le travail n'a jamais été fait. Et donc, 15 ans plus tard, on en parle en disant que, au fait, on a une maison achetée ou on a un terrain acheté qui n'a pas été utilisé. J'ai dit, mais bon, imaginez la société, la communauté locale qui habite dans cette zone-là, qui n'est pas en mesure de bénéficier de ce qui pousse sur cette terre, parce que ça ne leur appartient pas. Et donc, ça veut dire que en ayant plusieurs terrains, on n'est même pas en mesure d'utiliser ça, qui fait maintenant qu'on ne sait pas comment rendre ça utile pour nous ou pour notre communauté locale. Simplement, on attend de recevoir des aliments et on mangeait de la nourriture qui venait de l'Europe pendant qu'on avait un terrain qui pouvait nous nourrir pendant toute l'année. Absolument, ça fait partie justement des post-colonial disorder. Parce que dans le post-colonial disorder, tu n'es plus en mesure de fonctionner avec ta propre réalité. Tu es un OGM. OGM, génétiquement, ou je peux dire OGM, je veux dire un animal, un être socialement modifié. Quand tu as été, qu'on dit être ESM, être socialement modifié, tu ne sais plus vivre en relation avec ta nature. Pourquoi? Parce que tu as un désordre. Un serpent, et nous le trouvons dans ces cas-là avec les serpents, par exemple, quand le serpent a un traumatisme, okay, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait plus glisser sur sa peau. Et qu'est-ce qui se passe au serpent qui ne sait plus glisser sur sa peau? Eh bien, il meurt de faim. Il meurt de faim parce que l'essentiel de sa vie, c'est glisser et pouvoir régulariser sa vitesse en bougeant ses écailles du ventre. Et quand il ne peut plus faire ça, eh bien, le serpent ne peut plus bouger. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela détermine sa mort. Et ça, c'est le cadre du syndrome. Et comme je dis, ces syndromes-là, ces syndromes qu'on appelle les PCD, ne peut que s'aggraver génération après génération. Et son traitement est présent, c'est-à-dire la démarche pour vraiment traiter les traumatismes des masses est présent dans les complexes de la psychologie médicale mélanoderme depuis des millénaires. Pourquoi? Parce que du point de vue de l'approche médicale africaine,
OK? Quand quelqu'un est malade, c'est tout le village qui est malade. La personne, OK, n'est que les maillots, disons, les points faibles, les maillots faibles, OK, à travers lesquels s'exprime une problématique qui est sévie dans toute la communauté. Dans un village, quand quelqu'un est malade, on vient traiter la personne, en même temps on traite aussi les villages. Et donc, dans la conception africaine, l'individu fait partie d'un tout. Et quand dans le tout, un individu est malade, c'est le tout qui est malade. Et donc, c'est pourquoi les traitements, disons, les traumatismes des masses a été toujours un des points forts de la philosophie médicale africaine. Et c'est pourquoi nous sommes les plus équipés pour pouvoir traiter ces problèmes. Et ce n'est pas pour rien que nous avons ces problèmes, parce qu'en réalité, nous avons les éléments, nous avons les instruments pour pouvoir les traiter. Douane Tche. Douane Tche, Douane Neb Ertche.